Mesdames et messieurs, bienvenue, très heureux de vous retrouver dans cette émission qui vous donne les clés de comprendre l'actualité sociopolitique. Au menu de ce rendez-vous, souveraineté et politique internationale, comment l'Afrique peut-elle reconquérir sa souveraineté? Une question qui mérite d'être posée surtout à ce tournant du débat sur le franc CFA. Au Togo, la C14 et l'horizon 2020, le parti au pouvoir comptera toujours sur son champion Faure Gnassingbé. Du côté de l'opposition, le nom de Jean-Pierre Fabre revient dans les débats. Aujourd'hui, est-ce que les réformes ne sont plus prioritaires? Nous poserons la question à nos invités. Le projet de construction d'un hôpital de référence au Togo, le sujet divise les Togolais. Pourquoi? Les invités à l'émission d'aujourd'hui, Loïc Lawson, il est le patron du journal Flambeau des démocrates. Le second a pour nom Ferdinand Haïté, il est le directeur de publication du journal Alternative. Le numéro 9 de l'autre journal, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous. Loïc, bonjour. Bonjour mon frère. Bienvenue dans cette émission. Ça va, merci, ça va. Merci à tous les amis internautes. Oui, bonjour Claver, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la page YouTube de l'Alternative. Loïc, est-ce que ces derniers temps vous visitez la toile? Que constatez-vous? Et quand on le fait, il y a un constat amer. On a l'impression que les débats d'idées débouchent finalement aux attaques, avec une animosité Tour de France. Est-ce qu'au Togo, on peut dire qu'aujourd'hui, on fuit les débats d'idées comment? Bon, je ne sais pas, mais je ne crois pas que ce soit l'apanage du Togo. Je ne crois pas que ce soit un truc spécifique au Togo. C'est vrai que nous, avec le problème d'alternance qui traîne depuis quelques décennies, et c'est devenu, chez nous, c'est encore plus accentué. Pas plus tard que ce matin, je suivais une émission sur une grande radio internationale et c'était le débat avec les gilets jaunes en France, comment un peu, et comment on dit ça, les injures sont montées d'un cran, les journalistes menacés par-ci par-là, et pourtant c'est la France, les journalistes de BFM TV qu'on ne veut même pas voir couvrir les marches, et pourtant c'est la France, pays de liberté. Donc pour moi, tout ça là participe à la construction de notre démocratie. Ça amènera les gens à comprendre que le débat contradictoire, il le faut, mais c'est peut-être les insultes qu'il faut éviter pendant les débats contradictoires. Ferdinand, sur la question? Non, je crois que nous sommes à une période où la parole est libérée avec les réseaux sociaux aujourd'hui. La parole n'est plus l'exclusivité des journalistes. Donc, si vous avez un smartphone aujourd'hui, et puis vous avez de la connexion Internet, vous pouvez réagir, vous pouvez prendre position sur des sujets d'actualité. Et forcément, c'est un milieu qui n'est pas régulé. Et il n'y a pas de normes. Du coup, certains se laissent aller. Je pense qu'ils ne peuvent pas voir tout ça en noir. Il faut prier pour qu'il y ait plus de civisme dans ces interventions, dans ces débats-là sur la toile. Et c'est les populations qui gagnent parce que au-delà de tout ça, il y a une citoyenneté qui est en train de naître avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens sont dans leur village, dans leur localité. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une anomalie, ils postent une photo et puis tout le monde fait le débat et puis après on se rend compte que la situation évolue. Donc je pense qu'il ne faut pas voir tout ça en noir, c'est une bonne chose. Et avec le temps, il y aura des dispositions pour recadrer tout ça. Et voilà qui nous amène à l'actualité politique avec la C14 qui a tenu son conclave la fois passée, mais avec un pied cassé. Loïc, 5 partis membres de la coalition ont refusé tout simplement de participer à ce conclave. Oui, en tout cas, tous les partisans de la C14, tous ceux qui souhaitent voir l'alternance, en tout cas en 2020, je crois que c'était pour eux un coup de massue. Les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qui n'allait pas un peu. Pourquoi 5 partis, c'est pratiquement la moitié. Si on ajoute 2, c'est la moitié qui ne sont pas allés. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Mais toujours est-il que officiellement, ils n'ont pas dit qu'ils sont plus membres de la C14. Ouais. On attend de voir. Mais selon toi, qu'est-ce qui peut expliquer leur absence? Parce que c'est au sorti d'un processus et il faut se retrouver pour faire état de lieu. Je crois qu'il y a un manque de sincérité d'abord et il y a la déception aussi du fait qu'à la fin, ils ne sont pas allés à cette élection et le pouvoir l'a organisée. Déception parce qu'ils sont dessus, parce que certains dans le groupe, déjà le débat à la base,
entre eux était faussée parce que dans le groupe, certains voulaient aller à ces élections, d'autres ne voulaient pas. Et quand tu vois tout ce qu'on a vu comme processus, tout ce qu'on a connu avec la médiation, dire qu'à la fin on n'est pas allé à ces élections, je dis, et je pense que ça a amené d'autres à dire, écoutez, pourquoi? Parce que je crois que c'est la voix de 2 ou 3 personnes dans le groupe qui a emporté. Mais non, moi je dis, ça ressemble aussi un peu à de l'hypocrisie, parce que quand vous êtes dans un groupe et qu'il y a des choses à dire, il y a des choses qui ne vont pas, il faut le dire en interne. Il faut faire tout pour les corriger en interne. Il ne faut pas sortir dehors sur une radio pour dire que ben, voilà, il y a ci, il y a ça. Je vais parler par exemple du cas de Fulbert Atisso. Je le vois sur des médias dire à son avis, il faut revoir la lutte, il faut revoir la trajectoire, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais j'ai dit, mais Fulbert, qu'est-ce qui l'empêchait de le dire au cours d'une réunion de la C14, d'arriver à convaincre ses amis. Peut-être qu'il n'avait pas été écouté. Oui, il se pourrait qu'il ne soit pas écouté, mais tu sais, quand vous êtes toujours un groupe, c'est ça. Ouais. Et c'est ça aussi l'expression de la démocratie. Tu sais, la démocratie, c'est une autre dictature, en réalité, parce que c'est la voix de la majorité sur la minorité. Mais la majorité doit respecter également la minorité. Justement, c'est dire ce qui s'est passé au niveau de la C14. Je crois qu'il y en a qui se prennent dans le groupe, il y a qui sont les superstars. Ouais. C'est comme dans une équipe de foot avec Messi. Quand Messi dit tout... Peut-être que vous faites allusion à quelqu'un. Ferdinand, qu'est-ce qu'on peut soupçonner à travers ce boycott de ce conclave par les partis membres de la coalition? Moi, je ne suis pas membre de la coalition. Nous sommes des journalistes, on regarde tout ça de loin. Et tout ça ressemble la C14 ressemble de plus en plus à un canard boiteux. Et c'est bien dommage parce que tout ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, les journalistes que nous sommes, Loïc qui est ici, sur d'autres antennes, on a toujours eu le temps de le leur dire, mais ils n'ont jamais écouté personne. Vous savez, l'opposition togolaise, lorsqu'elle semble avoir le vent en poupe, elle n'écoute personne. Et c'est lorsqu'elle va cogner le mur qu'elle revient vers les populations, vers les organisations de la société civile, pour dire oui, il faut nous donner un peu de souffle. Et les problèmes de restructuration de la coalition, on l'a suffisamment dit sur les médias, qu'on ne peut pas avoir une coalition de ce genre, C14, on n'a pas de coordination, on n'a pas de secrétariat, on n'a pas de porte-parole, on n'a pas de secrétariat, et tout se fait comme si on était dans un bazar. Même une équipe de quartier de petits poteaux a toujours une petite organisation. Et donc, ils ont navigué dans l'improvisation jusqu'à la fin du processus. Ils sont allés dans le mur. Maintenant, il y a un contre-coup à gérer. Et c'est ce que Loïc est en train d'expliquer. Quand vous sortez d'un processus comme ça, certains espéraient forcément aller aux élections, d'autres ne voulaient pas. Maintenant, quand on sort de tout ça, il y a des frustrations et il faut gérer ça. A priori, la gestion de l'après 20 décembre ne devait pas être une source de tension ou d'incompréhension entre eux. Si chacun des acteurs a en idée la volonté du peuple qui les a portés pendant les 18 mois que nous avons vécu. Mais on voit bien que, comme une maladie incurable, les égos, les querelles de chapelles politiques, c'est moi ou personne, tout ça est en train de reprendre le dessus. Et c'est vraiment dommage parce qu'on a des échéances devant. Il y a des élections locales, fin avril, début mai. Le pouvoir ne l'a pas encore dit ouvertement. L'année prochaine, il y aura les présidentielles. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que le régime ne veut pas faire les réformes. C'est-à-dire que même les réformes, à minima, pour avoir un fichier propre, un scrutin à 2 tours et tout ce qui va avec la réforme de la Cour constitutionnelle et de la CENI, le régime ne veut pas le faire. Il veut perdre le temps au maximum. C'est pour ça que celui qui doit sabler le champagne en ce moment dans son palais, c'est Faure Gnassingbé, qui les regarde de loin se bagarrer, parce que lui va gagner du temps et il va mettre en place sa stratégie, et c'est bien dommage. Et Loïc, finalement, est-ce qu'on ne doit pas avoir l'impression que c'est plutôt 2020 qui divise la coalition? Donc, bon, parce que tout juste au sorti, il y a le nom de Jean-Pierre Fabre qui revient. Non, je crois qu'à ce niveau, et j'ai cru lire un truc qui concerne son directeur de communication, je crois, Éric Dupuis, ou bien le directeur de communication de l'ANC, qui est responsable de communication de l'ANC, Éric Dupuis, qui a démenti cette information. Mais de toutes les façons, les membres de la C14 ont commis des bourdes, ils ont fait des fautes, une faute grave
Le fait de ne pas déjà aller à cette élection, c'était assez grave. On a eu à le relever très tôt. C'est pas après l'élection qu'on a commencé. Attendez, donc vous voulez que la C14 aille à ces élections? Oui. Parce que pour la C14, pas d'élection sans réforme. Oui, bon, mais justement, le problème c'est qu'on ne peut pas être à l'écart et vouloir créer le changement. Même si les conditions ne sont pas... Non, tu sais, les non-dits, j'ai toujours dit, il y a eu des non-dits dans cette histoire. Le seul fait qu'on ait eu beaucoup de discussions, ça a chopé au niveau de la CENI, c'était tout le problème. À la fin, c'était la CENI qui a chopé. Et quand vous arrivez à obtenir ce que vous avez obtenu et que vous n'avez jamais obtenu depuis l'histoire, en tout cas de l'opposition démocratique au Togo, et que maintenant vous avez au moins une CENI paritaire, vous refusez d'y aller, les chefs d'État, vous les braquez, c'est ce qui est arrivé. Mais au départ, ce n'était pas... la priorité n'était pas les élections. Oui, mais c'était les réformes. Est-ce que les réformes ont eu lieu? Aujourd'hui, nous voulons les réformes même au minima. Moi, je dis au minima. Et à l'époque, au minima, ce n'était pas refusé. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le régime n'a jamais refusé les réformes au minima parce qu'il y a eu des tests qui ont été introduits. Même si ce n'est pas l'hypocrisie. Quand quelqu'un fait semblant de mourir, faites semblant de le tuer. Mais non, l'argument de la C14, c'est que le régime a introduit des réformes, mais en réalité, qu'il ne voulait pas les voter. Mais amenez-les jusqu'au dos. Amener la communauté internationale à voir que ce sont eux qui ne voulaient pas de ces réformes, voter même les tests qu'ils ont accepté à porter. Mais vous ne l'avez pas fait parce que le plus important c'était quoi? C'était de limiter le mandat, c'était les détours. C'est après avec Tipeee qu'on a connu d'autres choses, retour à 92, retour de ceci, retour de cela. Mais au moins le minimum. Regarde aujourd'hui le petit résumé que je peux te faire pour couper court par rapport à ce problème de l'opposition, c'est qu'on a mis 18 mois à soulever un peuple pendant 18 mois. Oh, je ne pense pas qu'il y a des peuples qui peuvent se soulever pendant 18 mois, comme ça, en privant leurs activités. Et au finish, on est à la case départ. C'est-à-dire on n'a rien gagné. On n'a rien, c'est pas concret. À part que... Vous croyez sincèrement? Oui, moi je pense que c'est parce que pour moi, quand on joue un match, ce n'est pas la manière dont on a joué le match. C'est le but à la fin qui a gagné le match. Parce qu'on dit, oui, on a dominé le match, oui, on a fait ceci, on a fait sortir des techniques meilleures, mais on n'a pas marqué et l'adversaire en face a marqué au finish. Ferdinand, êtes-vous d'accord qu'on devait faire les réformes, l'opposition devait accepter les réformes à minima? Je pense qu'il faut prendre le problème sous plusieurs aspects. Si on est dans un processus si on est dans la révolution, vous renversez cette table en 2 ou 3 jours, et puis le lendemain, vous mettez votre gouvernement en place, vous prenez le contrôle du pays. Mais si vous êtes dans une posture de pression et négociation, il faut savoir capitaliser les petits acquis et avancer. Parce que ceux qui étaient à vos côtés, c'est des chefs d'État, c'est des gens responsables qui, eux aussi, n'étaient pas fondamentalement libres, qui subissaient des pressions, mais qui se décarcassaient pour vous aider à avancer. Mais à un moment donné, les gens ont eu l'impression comme quelque part, on s'est foutu d'eux et les gens se sont lassés de l'affaire. Moi, je dis toujours que dans cette C14-là, face au débat qu'il y a actuellement dans le public où les gens se lancent les notes d'oiseaux et de part et d'autre, moi je dis tout le monde est responsable. C'est-à-dire que peut-être à divers degrés, mais tout le monde est responsable de la situation. Parce que les conflits internes, même au sein de la C14, ont plombé la lutte. Les conflits de leadership, les mesquineries, les coups bas, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas mettre sur la place publique ici. C'est vrai que certains se permettent d'écrire des choses, mais il y a des choses qu'on sait qu'on ne peut pas mettre sur la place publique ici. Si on ne commence pas à dire certaines choses, les gens seront découragés. Donc, je pense que quand on sort d'un processus comme ça, il faut savoir raison garder. Mais de mon point de vue, comme Loïc vient de le dire, on vient de loin. C'est-à-dire que pendant 18 mois, on a vu au sein de la diaspora, moi j'étais à Washington, j'ai manifesté devant la Maison Blanche avec les Togolais, et les gens étaient dans le froid. J'étais en France, j'ai manifesté avec les gens. À Lomé ici, des gens étaient dans les rues, et dire que tout ça là est finalement tombé à l'eau à cause de l'inconséquence et de l'incurie même. C'est vous qui le voyez, c'est vous qui voyez les choses ainsi. Non, je pense qu'il faut qu'on soit clair. Il y a toujours un gain. Je pense qu'il faut je pense qu'il faut qu'on soit clair. On n'a pas eu le retour de la Constitution de 92, on n'a pas eu les réformes, on n'a pas pu empêcher les élections comme on l'a claironné. On l'a claironné de manière, s'il vous plaît, de manière irresponsable sur les médias, parce que j'estime que les hommes politiques
ne doivent pas s'exprimer comme des activistes. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous n'allez pas sur les médias pour dire on va faire ci, on va faire ça. Et donc c'était de l'irresponsabilité. Et puis le régime a organisé ces élections et aujourd'hui les gens essaient de courir derrière des élections locales. C'est pas responsable. Et donc moi je pense que il faut tirer le son de tous ces faux pas-là. Il ne suffit pas juste de dire la CEDEAO nous a fait ci, Boari nous a fait ça, la France a fait ci, tout ça. Si on rentre vraiment dans les informations, dans les faits, vous verrez que certains présidents de la CEDEAO ont certes joué un mauvais rôle, comme Alassane Ouattara qui a été très nuisible dans le problème togolais. Ça, les gens ne le savent pas. Accessoirement, Condé et les autres. Mais la France n'a pas voulu, contrairement à ce que les gens disent, la France n'a pas actionné quoi que ce soit. Au contraire, eux, ils étaient même qu'on reporte les élections. Et vous vous souvenez qu'on a dépêché Yves Le Drian ici, le 13 décembre, à une semaine des élections, pour dire à M. Faure de reporter les élections. Et donc, je pense que c'est la coalition qui n'a pas su gérer toute cette mobilisation, tous ces avantages qu'elle avait. Les vieux démons au sein de l'opposition togolaise ont repris vite le dessus et on en est sorti avec des plumes que les gens ont laissées. Et maintenant, il faut arrêter les querelles. Et si on a à cœur la volonté du peuple, les objectifs qu'on s'est fixés, il faut arrêter les querelles. Il faut arrêter de dire c'est celui-ci ou c'est celui-là et se remettre au travail parce qu'on n'a plus le temps. Oui, et justement, on n'a plus le temps maintenant. Aujourd'hui, quand vous suivez les débats, en fait, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se voiler la face. Au fond, tout le monde regarde les élections locales et 2020, et la présidentielle de 2020. On a l'impression que la question des réformes ne sont plus prioritaires. Non, je crois que beaucoup plus, au fait, les réformes sont toujours d'actualité. Mais il se fait que je viens. Justement, ceux qui doivent poser la question, c'est la C14. Oui. Et depuis qu'elle n'est plus aujourd'hui à l'Assemblée, vous savez, le pouvoir toujours dit, juste après les législatives, qu'il va organiser, en tout cas qu'il va opérer les réformes. À ce jour, on n'a pas encore ces réformes. Et je suis fondamentalement convaincu que, au niveau de la C14, et même au niveau de la société civile, on ne parle plus de ces réformes en se disant, bon, on n'a plus les manettes en main, l'Assemblée nationale, où ça doit se opérer, on n'y est plus, mais que le pouvoir a déjà promis aux chefs d'État, à tout le monde, qu'ils feront les réformes, avec l'opposition qu'il s'est taillé lui-même à sa propre mesure. Donc moi je me dis, peut-être les gens ont foi que le pouvoir va opérer ces réformes. Mais c'est ce que Ferdinand a dit en début d'émission, au finish, on risque de finir l'année 2019 sans réforme. Oui, parce que ça fait déjà si on ne se fait pas attention. Que le Premier ministre a annoncé comme priorité les réformes, mais les jours passent. Non, je crois que ce n'est pas vraiment une priorité. Pour eux. Pas une priorité. Pour eux, tu sais, les réformes, si tu te rappelles, c'est depuis 2010 que ça a toujours été une réforme et une priorité pour le pouvoir. Ouais. Mais est-ce que ça a été une seule fois, on a fait ça depuis 2006. Ouais. À chaque fois, ça se reporte, c'est reporté au calendrier. Et moi, j'ai dit, nous sommes au Togo, il est possible que si vous ne faites pas attention et que vraiment l'opposition ne se réveille pas, pour se souder les coudes, qu'on n'ait pas ces réformes, même encore dans 5 ans. C'est possible. Nous sommes dans un pays assez unique et bizarre. Ils trouveront la formule pour reporter. À défaut de faire des réformes au minima, ils vont trouver la formule pour dormir sur les lauriers, attendre jusqu'à ce que peut-être un autre PNP ou un autre TICPI ou bien quelqu'un se réveille dans l'opposition pour opérer ces réformes. À moins que d'ici 2020, l'opposition trouve les moyens, la force, l'énergie pour créer l'événement en provoquant une alternance à la tête au sommet de l'État et opérer ces réformes. Mais moi, je me dis, réforme, je ne crois pas trop. Ferdinand, êtes-vous de cet avis Non. On s'achemine vers des élections sans réforme encore? Non, de toute façon, le pouvoir ne veut pas faire les réformes, même pas minimum, parce que les élections à 2 tours ne font pas leur affaire, la limitation de mandat ne fait pas leur affaire. Que fait maintenant
je sais pas, le nettoyage du fichier électoral ne fait pas leur affaire, la réforme de la Cour constitutionnelle ne fait pas leur affaire. Tout ça, c'est des réformes à minima, parce qu'on ne parle pas encore on ne dit pas encore il faut que celui qui est au pouvoir aujourd'hui parte. Mais je suis en train d'évoquer des réformes que tout le monde peut accepter et avancer. Même sur ça, ils ne sont pas prêts de bouger, mais ils le disent tout le temps, qu'ils sont prêts, qu'ils vont faire les réformes. La prochaine session parlementaire, c'est le 2 avril, et dans un mois. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas le temps. Mais depuis quelques jours, je vois le président du Ghana qui a repris certaines initiatives, parce qu'à Abuja, il avait été dit, même si les élections sont passées, la question des réformes doit être validée. Et c'est ce que Luc vient de rappeler. Et donc, le président du Ghana fait les va-et-vient. M. Fonya Singbe est là-bas la semaine surpassée. Ils se sont vus de manière assez discrète. Il semble qu'il y a eu des contacts avec les gens de la C14, si elle est encore C14. On ne sait pas ce qui se passe derrière, mais il y a la société civile aussi qui est en train de prendre des initiatives. L'essentiel, c'est qu'il faut arrêter les querelles et relancer la mobilisation. Parce que, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, tout ce que les gens ont fait jusqu'à ce jour, ça a été obtenu par un bras de fer. En politique, c'est le rapport de force qui compte. S'il n'y a pas de rapport de force, l'adversaire va avancer. Et donc, il faut arrêter de s'accuser, de faire des accusations mutuelles. Et on sait qu'au Togo, c'est difficile de mobiliser certaines régions. Les gens oublient parfois que pendant longtemps, quand certaines régions subissaient la violence du régime, d'autres régions dormaient. On a vu dans le quartier de Bay ici, nous sommes à Bay, dans toutes les maisons, il y a eu des blessures. En 2005 à Anéron, moi j'ai participé au secours à Anéron. En quelques heures, il y a eu au moins 80 morts à Anéron, une petite ville. À Takpamé, plus de 200 morts. Ces villes-là qui ont été traumatisées, il faut du temps pour les réveiller. Et donc, ceux qui sont aujourd'hui en train de faire la mobilisation ou qui ont relancé la lutte, parce que eux, à l'époque, ils étaient en marge de toutes ces questions de violence-là, il faut qu'ils essayent de donner le temps aux autres pour qu'il puisse y avoir un travail de base, parce que la violence a toujours laissé des traces, des conséquences psychologiques sur les populations. Les gens qui ont eu des morts dans leur maison ne peuvent plus encourager leurs enfants à ressortir dans les rues. Vous savez, depuis 90 jusqu'à une dernière récente période, vous avez vu tout le mal qui a été fait au quartier de Bay. Et accessoirement, Hanokopé, Kodjoviakopé, tout ça. Et donc, il faut du temps pour que les gens reprennent du poil de la bête. En 2005, on a vu que les jeunes ici ont creusé des tranchées. On va revenir encore, on va revenir sur cette question. Louis, on marque une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission.